Salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois un profil avec qui j'étais en contact depuis un petit bout de temps parce que, figurez-vous que j'ai voulu un petit peu en savoir plus et être coachée. Et il est justement coach et formateur, vous verrez, notamment à Paris Dauphine. Il s'appelle David Furcage. Ça va, David ? Ça va très bien. Je l'ai bien dit là ? Parfait. Ouais, super. Et David, vous allez voir, il a un parcours assez passionnant. Alors, ça ne va pas être une émission sur un CGP comme d'habitude. C'est un petit peu ce que j'aime appeler un hors-série, en tout cas sur un portrait, un profil assez intéressant qui peut vous donner des idées et qui peut peut-être aussi vous pousser à avoir des convictions ou en tout cas vous donner peut-être quelques bases si vous êtes en train de vous lancer ou en reconversion. David, on va partir comme à chaque fois par le début. David, enfant, à quoi tu rêvais ? Je rêvais dès les débuts ça va paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment vrai, de salle de marché, d'acheter et de vendre. Et ça a commencé assez tôt en réalité, puisque mon père était boursicoteur. Ouais. Et m'emmenait en balade autour de la bourse et de la rue Vivienne quasiment tous les mercredis. Ouais. Là où s'achètent et se vendaient alors des pièces d'or, là où on discutait bourse. Et très rapidement, donc j'ai baigné dans ce milieu, je dirais. Et du coup, mon rêve, c'était pouvoir, à un moment donné, être en mesure, par moi-même, d'acheter et de vendre et de me retourner dans cet univers que je trouvais à la fois magique, insaisissable. Et, Ton père, il était commerçant au marché aux ouais. puces à Saint-Ouen. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il vendait ? De l'ameublement. De l'ameublement. Ouais. Ok. Ouais. D'ailleurs, très tôt également, il m'a emmené, enfin, il nous emmenait, puisque j'étais pas seul, on est trois dans la fratrie, donc j'ai très rapidement, mais vraiment avant même l'adolescence, travaillé avec lui dans son magasin. Quand le magasin fermait, on faisait les comptes ensemble. Voilà. Donc très rapidement, j'ai baigné dans l'univers du commerce, de l'achat, de la vente et du boursicotage. Ok. Et ta maman, elle était maman au foyer, dur métier également. Ouais, je pense que c'est un métier vraiment. Ah, vous étiez trois, ouais. Hein. 3 garçons ? Non, deux garçons et une fille. 2 garçons et une fille, ok. Ouais. Oui, c'est un vrai travail, alors qui n'est pas valorisé ou valorisant, et pour autant qui est extrêmement important. Et en tout cas, je pense que ce qu'elle a fait, elle l'a bien fait. Tu penses que ton père, il avait une conscience déjà économique, il a voulu t'éveiller à des choses, ou c'est juste que lui, il était dans son trip de commerçant et du coup, t'as été un petit peu influencé ? Ah, j'étais complètement, oui, influencé. Et puis, effectivement, il avait une conscience économique, puisque au-delà de son boursicotage, il parlait de la politique monétaire aux États-Unis, de ce qui se passe entre différentes zones à travers le monde, d'un point de vue purement taux d'intérêt, taux de change, etc. etc. Ouais. Donc, en fait, tu as été imprégné de ça très jeune. Mm. Et puis, à 12-13 ans, tu m'as dit que tu avais déjà un compte bancaire. C'est pas commun, ça ? Alors, j'avais un compte, et effectivement, à un moment donné, à la rue Vivienne, j'ai acheté des pièces d'argent. À l'époque, il y avait des pièces de 50 francs en argent. Et je crois d'ailleurs que je les ai retrouvées récemment en fouillant un peu dans la maison. Et voilà, donc c'est un peu... aujourd'hui, j'ai retrouvé ces vestiges qui dataient d'une époque où j'ai commencé à sentir une certaine passion à l'égard des marchés et de l'achat-vente d'actifs. Mais c'est quoi qui te séduisait tant, qui te captivait tant dans les marchés ? Parce que, excuse-moi, mais à l'époque, il n'y avait aucune chaîne business. Il n'y avait pas tant d'images que ça. En tout cas, pas tant d'infos sur les marchés boursiers. Donc, comment déjà est-ce que tu t'instruisais ? Comment tu t'y intéressais ? Par quel biais ? Par quel média ? Effectivement, à l'époque, il y avait pas énormément de canaux, pardon, pour s'intéresser à tout ça. Mais mon père était le canal, en réalité. Puisque au jour le jour et d'une semaine sur l'autre, il parlait de commerce, de bourse, de taux d'intérêt, de taux de change. Donc mon père était le canal. Un peu, c'était le BFM de la maison. Voilà. Et puis il y a eu ça. Et puis à un moment donné, il y a un film qui m'a beaucoup influencé, qui est Wall Street de 1987, dans lequel Michael Douglas a obtenu l'Oscar du meilleur acteur, un film d'Oliver Stone, qui était vraiment bien mené et qui est aujourd'hui presque pour moi Une référence. Une référence. C'est un film quasiment documentaire qui témoigne des années 80, des premiers raiders, des débuts du décloisonnement de la finance de marché.
d'une ère du Golden Boy. Ouais. Donc, ça faisait rêver. Donc, ça te fait. Moi, mon frère, c'était plus Bruce Lee, mais pourtant, il est devenu trader après. Mais toi, tout de suite, tu t'es identifié à ce mec sexy boy et aussi à cette tension qu'on sent dans ce film qui est liée aussi à la réussite, la notoriété. Excuse-moi, mais film quand même très, très, très tourné mec. Effectivement, puisqu'à un moment donné, il y a la femme de... Absolument. Tu connais la scène, la femme de Gordon Gekko qui appelle. Ouais. À un moment donné, Monsieur Gordon Gekko, votre femme. Et puis c'est un bruit de fond. En fait, il continue à faire Ouais. ce qu'il... Ouais. Oui, c'est vrai, c'était un film à la testostérone. Ensuite, c'est pas tant le personnage que j'admirais, puisque le personnage, en fait, est un méchant dans le film, qui utilise des informations qu'il ne devrait pas avoir en possession pour faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Mais j'aime bien l'univers de marché, en fait. Oui, c'est ce que je te dis, la tension, en fait. Ouais. Cette adrénaline que tu ressens, on va le voir, puisque ça émaille tout ton parcours et tes différentes passions et tes différentes activités. Mais je comprends mieux ce qui t'a construit. Rapidement, tes frères et sœurs, ils font quoi ? Alors, ma sœur, elle est architecte d'intérieur. Ouais. Donc, plutôt un parcours très artistique. Elle a peint également assez tôt. Mais il se trouve que mon père aussi également peignait. Il a fait quelques toiles comme ça. Donc, je pense qu'on est vraiment le pur produit, en tout cas parmi mes frères et sœurs, de mon père. Ouais, forte empreinte patriarcale, je le sens. D'ailleurs, patrimoine, ça vient de patriarche. Pourquoi est-ce que tu crois que tu avais déjà cette appétence pour les marchés ? Est-ce que c'était une conscience de vouloir t'enrichir et gagner de l'argent ? Est-ce que c'était plutôt exister aux yeux de ton père ? J'essaie toujours de comprendre vos motivations, en fait. Ah, on a l'impression alors d'être dans le divan, tu sais, cette émission de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, mais je pense que c'est important parce que pour ceux qui écoutent, il y a des fois, il y a des portes qui vont s'ouvrir parce qu'ils vont se dire, si lui, il a réussi, je peux le faire aussi. Tiens, c'est marrant, ce mec-là, il a à peu près le même schéma que moi, le même père que moi. Et pour autant, il a été plutôt dans cette voie-là, ou au contraire. Et je pense que c'est toujours important d'avoir des repères comme ça, en fait. Oui, bien sûr, briller aux yeux de ses parents, c'est ce que tout enfant presque normalement constitué souhaite faire. Donc oui, il y a forcément de ça. D'ailleurs. Donc c'était pas pour t'enrichir au départ. Tu n'avais pas une conscience de je vais investir, je vais gagner de l'argent, je vais être riche. C'était plus le défi intellectuel, et ça l'est encore maintenant en réalité. C'est-à-dire que quand on a raison, pas contre le marché, parce qu'on n'est pas contre le marché, mais dans un univers qui est probabiliste en réalité. Ouais. Par exemple, là j'ai une paire de lunettes à côté de moi, je la laisse tomber, forcément elle va d'un côté ou de l'autre. Elle va tomber au sol. C'est déterministe, c'est des lois physiques. Quand on est face au marché, finalement, il faut essayer d'avoir raison dans un univers qui est probabiliste, qui est insaisissable, impalpable parfois. Et c'est un défi intellectuel. Et ce défi intellectuel m'excite pas mal, en réalité. Alors, c'est intéressant parce que ça explique aussi pourquoi aujourd'hui, entre guillemets, tu fais un petit peu d'économie comportementale. Mais c'est vrai que c'est hyper important aussi de comprendre les marchés par cet aspect-là. Parce que c'est avant tout, même si, bien sûr, il y a de l'intelligence artificielle derrière ou des logiciels arithmétiques, mais il y a surtout des hommes et des actions d'hommes. Et donc, c'est très important. Et je sais que pour toi, il y a toute cette analyse, l'émotion, l'impulsion, qui à chaque fois, d'ailleurs tu viens souvent en parler sur les plateaux, qui à chaque fois t'interpelle. On va continuer ton parcours, David, si tu veux bien. C'est quoi après le bac économie ? Alors tu as insisté pour dire que tu n'as pas fait un bac S, mais tu as fait un bac B. Je pense qu'on est à peu près de la même génération, donc voilà, c'est quand même bien parce que voilà, il y avait de l'économie, donc il y a quand même du sens dans ton parcours. Et puis ensuite, tu es parti faire Sciences Éco à Villetaneuse, rien à voir. Ouais. Villetaneuse. Ouais. C'est quoi tes souvenirs de cette époque ? Alors, jusqu'au lycée, de très bons souvenirs. Je parle de l'ensemble de fin d'adolescence, de liberté, de comment on dit quand on n'est pas soumis à des règles, des obligations. J'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. En fait, c'est la tranquillité d'esprit. En fait, l'insouciance. En fait. Merci, c'était le mot que je cherchais. Ouais. C'est ça, c'est l'insouciance. Et ça, c'était excellent en fait
mener sa petite vie. Parce qu'en fait, avant l'université et puis après le collège, finalement, le lycée est intéressant parce qu'on est presque un peu autonome puisqu'on devient adulte. Et pour autant, on n'a pas le poids d'un certain nombre de choses d'adulte. Donc j'ai particulièrement aimé cette période-là du lycée, qui était vraiment facile, tranquille et très détente. Ok, donc après, tu as ton bac B, Ouais. tu fais un petit bout à l'université, et puis tu as ce premier stage d'été où tu as un entretien qui t'a marqué, avec une phrase qu'on te dit. Ouais, effectivement. Alors j'étais je crois, en licence à l'université de Paris 13, Villetaneuse, donc pour certains, au-delà du périphérique et dans une banlieue bien sombre, effectivement, cette université se situe entre différentes cités. Bah, tu vois, en fait, j'ai fait un lapsus parce que moi, j'étais partie à Villeurbanne, parce que tout le monde connaît, mais Villetaneuse, sincèrement, c'est vrai que je connaissais pas vraiment l'université là-bas, quoi. C'est ça. Donc, j'aurais peut-être pu être l'auteur de cette phrase. C'est ça. Bah, effectivement, personne n'y pense. Paris 13, Villetaneuse, c'est comme si on Ça parlait de rayonne région. pas. Non, ça rayonne pas du tout. Et pour autant, j'ai eu une très bonne éducation économique, en tout cas en sciences économiques, dans cette université. J'ai trouvé les programmes intenses et très intéressants. Et puis effectivement, au moment d'aller... Parce que j'avais envie de faire des stages, j'avais vraiment envie d'avancer dans cet univers, puisque ça faisait depuis l'âge de 13 ans que j'avais envie d'y pénétrer. Et donc j'ai eu l'occasion d'avoir à un moment donné un entretien pour un stage d'été à l'issue de la licence, je crois. Et le gars qui était dans une belle salle de marché, en plein centre de Paris, me demande effectivement de quelle université j'ai faite ou dans quelle université j'étais. Et je lui dis Paris 13, Villetaneuse. Et là, il me dit Paris quoi? Voilà. Donc, et là, j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher de la marque, tout simplement. En fait, c'est pas l'ambition d'aller forcément dans la meilleure université, soi-disant à Paris ou ce genre de choses, mais il fallait aller chercher la marque, aller acquérir des choses qui ont de la valeur dans les yeux des autres. Donc, j'ai produit un effort suffisant pour poursuivre mes études à Paris. Et puis après, ça s'enchaîne. Dauphine, et puis Sciences Po. On va y revenir sur ces deux étapes, mais avec du recul, tu dirais quoi? Tu dirais c'était obligatoire? Il fallait que je fasse ça? Ou avec du recul, tu te dis j'aurais pu faire autre chose et j'aurais pu arriver pareil au même endroit? Ah non, je pense vraiment que c'est mieux d'avoir de la marque. C'est juste une question de perception. Nous avons parlé tout à l'heure d'économie comportementale. La perception, en fait, est très, très importante. On est vraiment dans un monde où on parle d'intelligence artificielle, etc. Mais in fine, lorsqu'on va se présenter à quelqu'un pour un travail, lorsque quelqu'un nous voit pour la première fois entrer, passer une porte, il nous juge, il nous jauge, parfois il nous tutoise. Et puis, la marque, la première approche, le premier regard, tout ça, c'est extrêmement important. En fait, on est dans des éléments qui sont extrêmement, très, très humains, dans un monde extrêmement technologique pour autant. Et oui, effectivement, heureusement que je suis allé chercher ces marques parce qu'elles vous suivent toute une vie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Donc, bien après ces études, on en parle encore et on demande finalement qu'est-ce que tu as fait à l'issue de tes études. Et puis, bon, voilà, j'ai fait ça, ça ou ça. Voilà. Donc, ça reste. Quel souvenir tu as de Sciences Po? Pas beaucoup de souvenirs. Si ce n'est, si j'ai un bon souvenir, c'est la rue Saint-Guillaume, forcément, en Sciences Po. Et puis, donc, métro Saint-Germain-des-Prés. Donc, le meilleur souvenir que je garde de Sciences Po, c'est lorsque je passais le métro, que je sortais du métro, et que je me payais une très bonne crêpe au Nutella. En sortant, il y a toujours je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais à la sortie de métro, il y a depuis toujours un stand de crêpes, de gaufres au Nutella. Donc, à l'issue des cours où on est allant, je me rendais là-bas. Mais à part c'est bizarre ça, ce contraste. Tu fais Sciences Po et en fait, ce que tu retiens, c'est la simplicité, quoi. Oui, c'est ça. C'est le parcours et la crêpe. C'est ça. Parce qu'en fait, Sciences Po, c'est beaucoup... Bon, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais c'est beaucoup de littérature en réalité. On ne met pas franchement les... Enfin, ça dépend de la formation. Beaucoup ensuite, de théorie, beaucoup de cadres aussi, non? De cadres, c'est-à-dire? Je sais pas, moi, la vision que j'ai, c'est quelque chose de très cadré. Ça peut expliquer aussi ton côté après militaire, non? Alors, Sciences Po, c'est quand même très international. Ouais. Ça, c'est très intéressant. On rencontre vraiment des gens du monde entier. Et puis, il y a une... Alors, c'est peut-être cadré, je n'ai pas trop cette perception, mais il y a une forte liberté de penser et d'être critique. Ok. Quand même, qui est assez développée, c'est quand même l'idée. Et ça encore, c'était assez intéressant. Mais d'un point de vue de la science économique, je pense que Paris 13 était plus intéressant.
Et puis, tu deviens en 98 courtier institutionnel, spécialisé de la dette française. J'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu as foutu durant toutes ces années, vu le niveau de la dette française et les emprunts? Non, mais c'est une joke, hein. Mais c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'était vraiment l'univers dans lequel tu voulais aller? Le courtage? Ouais. Alors, le courtage, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le cœur où se forment en fait les prix sur les marchés financiers. C'est chez le courtier. C'est là où se rencontrent l'offre et la demande. Et quand il est institutionnel, c'est-à-dire qu'on voit des gros montants, des grosses tailles, des gros intérêts, ben on est vraiment au centre de quelque chose. Et là, vraiment, j'étais pour le coup, un peu comme aux échecs, j'étais dans la case où j'avais voulu être depuis pas mal de temps. Mais à l'époque, en 98, est-ce que les États s'endettaient autant? Est-ce que les banques prêtaient autant et à quel taux? Ah, alors les taux, je ne me rappelle plus vraiment, mais j'ai connu l'époque avant l'euro, donc avec une prédominance du mark et une politique monétaire très orthodoxe. Et puis, il y avait tous les pays périphériques qui s'arrimaient à cela. Et effectivement, il y avait des mini-chocs, des mini-crises au cours des années 90 qui étaient très intéressantes du point de vue... Je parle de choc de taux d'intérêt. Ouais. Et si, il y avait quand même des choses très intéressantes. Et il y avait de l'endettement. Et l'État français était et est encore une bonne marque en matière de... Ah, c'est sûr, consommation. Voilà. En matière d'endettement, j'entends. Oui, c'est ça. Consommation mais de qualité de la dette. Oui, parce que généralement, on se dit qu'ils s'endettent pour investir. Donc, tu vois ça aussi comme ça? Ou toi, quand tu parles de qualité de dette, qu'est-ce que tu entends par là? Voilà, ce qu'on appelle la notation, en réalité. Ouais. La notation, capacité AAA, à rembourser, enfin en tout cas être crédible. Et puis, tu as eu aussi cette expérience de Natexis, chez laquelle tu as fait, au sein de laquelle tu as fait un va-et-vient avec ton stage de fin d'année de Sciences Po. Bon, tu as enchaîné les stages, hein, tu m'as confié. Et puis ensuite, ton expérience en tant qu'économiste en salle de marché, où là, ça a été un peu la prémisse du David que tu es devenu, si je peux me permettre, même si on ne se connaît pas, mais où on sent qu'il y a une grande capacité analytique et une grande volonté de comprendre et d'aller creuser un peu les sujets. Oui, effectivement. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que j'ai débuté à l'issue de Sciences Po un doctorat d'économie, que j'ai alors pas pu terminer parce que j'étais finalement directement dans la vie professionnelle. Mais effectivement, la nécessité, le besoin de creuser, de chercher et d'aller au plus loin dans certains points d'expertise. Et effectivement, d'un point de vue économique, c'était assez intéressant. J'ai commencé donc un doctorat d'économie. Pourquoi ? Parce que dans les années 90, j'avais été témoin, comme n'importe quel observateur, des chocs relatifs aux crises d'endettement des pays émergents. Et donc, j'ai commencé un doctorat d'économie en rapport à la manière dont s'endettent les pays émergents. Enfin, c'est pas toute la problématique, c'est pas le sujet ici de l'évoquer, mais j'avais besoin, compte tenu de ce que j'observais dans les années 90, de creuser sur ce sujet. Ok, donc du coup, si je peux me permettre, maintenant, enfin en tout cas, il y a quelques années, les pays émergents, c'était surtout là où on s'orientait pour les placements. Du coup, tu étais un peu aux prémices de tout ça. Tu l'as senti justement venir? Ou à l'époque, les pays émergents, c'était encore vraiment pas un endroit où on commençait à mettre des billes? Ah si, d'ailleurs, c'est ce qui a produit certaines crises, c'est-à-dire que justement, des pays assez riches, avec un excédent d'épargne, allaient se positionner dans certains pays émergents. Et ces pays émergents étaient, pour certains, fragiles, avaient des fragilités économiques. Et dès lors que ces fragilités surgissaient ou ressurgissaient, ces investissements se retiraient et puis produiraient des phénomènes de crise en chaîne que je ne vais pas raconter ici. Mais si, on était en plein dans cette problématique très, 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 très intéressante. Il y a eu plusieurs crises, d'ailleurs, la crise de 94, la crise de 97, puis asiatique, 98, la crise russe. Donc, tout au long des années 90, il y avait beaucoup d'investissements qui se dirigeaient vers les pays émergents et qui, pour autant, étaient des pays fragiles. Et donc, mon sujet de thèse consistait à trouver une forme optimale de financement des pays émergents qui leur permettrait alors, même en cas de faiblesse, de conserver ces capitaux qui étaient des capitaux entrants. 2007, tu as une expérience à Londres, tu deviens courtier. Je redeviens.
tu redeviens absolument. Et là, tu dimensionnes, là, pardon, un poste. En fait, c'est une création de poste, c'est ça? C'est ça, en fait, c'était plutôt en 2005, enfin sur la période 2005-2007, à l'issue d'un long moment en salle de marché chez Natixis. J'ai l'occasion d'être pris dans une salle de courtage institutionnelle à Londres. Alors, dans le courtage, il y a différentes formes de courtage. Pour le coup, j'étais vraiment dans un univers à Londres qui est vraiment compétitif, agressif, Ouais. dans lequel, d'ailleurs, ce courtage s'adressait à des hedge funds et des prop traders. Donc, on n'est pas dans du courtage lié à pour des asset managers où c'est tranquille, détendu, on va prendre une position. On n'est pas à 2 points près, ou 2 dollars près, ou 2 euros près. Non, la seconde est super importante. Et le temps de réaction aussi, l'exécution. Tu as été marqué d'ailleurs par cette expérience. Tu m'as raconté le départ d'un de tes collègues en 1 heure de temps. Et à l'époque, tu t'es dit, au final, est-ce que j'ai fait le bon choix, ce milieu-là? Est-ce que tu t'es posé ce genre de questions? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que déjà ton caractère, parce que moi je te sens très hypersensible, peut-être que je me trompe, mais du coup, je me dis quand on est confronté à ça, voir son collègue qui se lève, qui est convoqué et bing, qui fait ses cartons dans l'heure, waouh, c'est huge, non? Ouais, mais c'est difficile, mais en même temps, c'est la loi. Soit on est comme il faut dans un poste, ou on ne l'est pas. Oui, mais tu m'as dit aussi, tu m'as confié qu'en France, les choses ne se passent pas comme ça quand même. Tu as eu l'air de dire qu'à Londres, je sais de quoi je parle puisque mon frère y vit depuis 20 ans et il a exactement le même discours que toi, c'est vachement, vachement plus tight. Tu sais l'expliquer? C'est quoi? C'est culturel? C'est l'esprit anglo-saxon. C'est-à-dire que soit on est en mesure d'apporter une valeur ajoutée à son employeur, et son employeur, dans ce cas-là, paye bien et est super content. Et si c'est pas le cas, je dirais pas qu'on se dit bye-bye, parce que ça se fait parfois de manière un peu plus tendue, ou je dirais pas agressive, mais c'est un autre Conflictuel univers. en tout cas. Ouais, mais c'est un univers compétitif, et en tous les cas, je suis un compétiteur depuis toujours. C'est-à-dire depuis le plus jeune âge, je fais de la compétition. J'aime la confrontation, j'aime le risque. Et il n'y a comme ça que je vibre. Voilà, donc j'accepte. Ça t'a pas déstabilisé, ça t'a choqué, entre guillemets, parce que c'était quand même assez brutal, mais tu t'es dit, là est ma place quand même, quoi. Ah oui, puis moi, pour le coup, moi, je faisais partie des gens qui n'étaient pas trop mauvais, enfin, j'étais même plutôt pas mal dans ce que je faisais. Et du coup, j'étais plutôt gratifié, etc. Et puis bon, si quelqu'un ne convient pas, ça aurait pu être moi, et voilà, c'est pas grave. Tu t'es dit, c'est le jeu. C'est le jeu, et ceux qui sont dans ce jeu-là l'acceptent également. C'est-à-dire celui qui est parti plus tard, je crois qu'il a retrouvé une place dans une banque institutionnelle à Dubaï. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que sur le moment, ça n'allait pas, il est allé ailleurs. Ça, c'est une question intéressante. Ça. Est-ce que tu as gardé des contacts de ces 2-3 expériences? Je dirais même des amitiés. Non, des amitiés, non. Mais des contacts lointains, oui. Oui, tout à fait. Mais en rapport à ce qu'on dit, en fait, c'est quelque chose que j'avais vu également dans le film Wall Street, quand j'avais 13 ans, un peu plus maintenant, 15 ans en 1987, puisqu'à un moment donné, comment ça s'appelle, Bud Fox est gratifié parce qu'il réussit, et puis, alors que d'autres se font... ils travaillent dans une monde de courtage, et certains se font, entre guillemets, jeter. Donc, c'est comme si j'avais pu voir avec un temps d'avance un petit peu ce qui pouvait se passer. Mais en tous les cas, j'étais dans le milieu dans lequel j'avais envie d'être. Tu étais à ta place. Ouais, un milieu où ça chauffe. Pourquoi tu m'as dit que tu avais dimensionné le poste? Ah oui, parce qu'en fait, pour eux, c'était une création de poste. Et j'ai dit que j'ai dimensionné parce que moi, je suis... Alors, comme tout le monde, sous certains aspects, je suis flemmard. Et notamment, ma faiblesse à moi, c'est que j'aime pas écrire. Ok. Ou du moins, c'est une difficulté pour moi d'écrire. C'est un effort. Il y a plein de choses que je peux faire, c'est naturel, ça ne demande pas un effort particulier. Mais écrire, c'est un effort. Alors, je me suis débrouillé en tant que courtier, et j'avais un petit volet analyste également, que j'ai pas trop besoin d'écrire, et que finalement, en moins de 2, si je dois produire quelques petites choses, j'avais fait le design moi-même. Synthétique, quoi. Ouais, le plus synthétique possible, parce que je n'avais pas été dans l'effort de produire de la recherche écrite. Mais tu te sentais pas assez libre à ce poste. Tu avais le sentiment d'être un peu enfermé, donc tu as démissionné. Alors effectivement, ça vient à nouveau dans une famille où, enfin, mon père, mon grand-père, on est des indépendants en réalité, et même si les murs sont plus amples, plus larges, plus écartés les uns des autres,
Et on manque toujours d'espace et on a envie presque de déchirer sa chemise parce qu'on a besoin de Ouais. plus de liberté. Donc en fait, effectivement, l'expérience que j'avais auparavant, l'espace était plus restreint, plus confiné, hein, puisque quand on bosse chez Natixis, bon, je ne parle pas d'espace physique, mais d'espace de ce que l'on peut Mental, en tout produire, cas. Ouais. exactement. Eh bien, finalement, là, à Londres, cet espace est amplement élargi, mais ce n'était pas assez vaste, en fait. J'avais besoin vraiment de complète liberté. C'est vrai que j'avais envie de créer mes propres produits, mes propres réflexions, et sans le moindre mur, aussi loin pouvait-il être. Donc là, on arrive à 2011 où tu crées ta première boîte de consulting avec des clients que tu avais déjà. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de Londres, en fait, j'avais une petite réputation et j'ai ramené quelques personnels qui m'ont suivi à ce titre. Et puis, tu as rencontré tes premiers associés. Comment on choisit ces premiers associés? Sur quoi on se base? Alors en fait, mon premier associé, et avec lequel je travaille encore, qui s'appelle Thomas, j'ai rencontré à l'université Paris-Dauphine quelques années précédemment. Et à l'université Paris-Dauphine, je donnais quelques cours de finance comportementale, de psychologie des marchés financiers. Et puis, on a eu un feeling un peu, tu sais, un associé, c'est comme un couple, c'est-à-dire tu vois un homme ou une femme, et puis il y a un feeling. C'est alchimique, quoi. Voilà, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se produit, d'impalpable, d'incompréhensible. Et c'est le mieux quand on rencontre un associé que ça se passe comme ça. Parce que finalement, tu sais que quand on s'associe avec quelqu'un, c'est un mariage à 99 ans dans les faits. Dans les papiers. Dans les papiers. Voilà, donc c'est un engagement. C'est pire qu'un vrai mariage, en fait. Oui, c'est pire qu'un vrai mariage. Et puis parfois, quand ça se passe mal, ça peut être aussi difficile qu'un divorce. Voilà, donc il y avait cette alchimie. Et puis, lui avait un côté à développer que moi, je ne possède pas. Et inversement pour lui. Donc, ça a bien matché. Et on est toujours en train de bosser ensemble. Donc, on s'est rencontrés à l'Université Paris-Dauphine. Il a fait un premier stage avec moi, justement, dans cette boîte de consulting. Et puis après, on a décidé de devenir partenaires d'égal à égal. Et depuis, on ne se quitte plus. C'est important, à chaque fois que je vous ai à mon micro, le réseau. Surtout quand on veut devenir indépendant, de s'entourer des bonnes personnes. Et souvent, vous me parlez justement d'alchimie ou de feeling. Alors, il y a des histoires, malheureusement, aussi que vous venez de me raconter où ça se passe mal et c'est douloureux aussi, puisque c'est un peu comme une histoire d'amitié ou une histoire d'amour. Mais je note que pour vous, c'est très important à chaque fois d'avoir vraiment la bonne personne au bon endroit. Cet associé, en ce moment, avec lui, tu es en train de travailler sur le montage d'un fonds de gestion d'actifs avec des intermédiaires. Tu es en train de travailler pour déterminer un business model. C'est un petit peu ton quotidien en ce moment? Oui, effectivement. En fait, avant de mettre au marché un fonds, c'est un peu comme n'importe quel produit industriel. Il y a toute une phase de structuration, structuration, régulation, de test, voilà, qui est immense. Et avant par exemple, si je suis concessionnaire de voiture, avant que la voiture n'arrive toute rutilante chez le concessionnaire, il y a tellement d'étapes qui sont des étapes extrêmement profondes, puisque dès lors qu'on touche à l'épargne, en réalité des individus, c'est extrêmement surveillé, régulé. Il faut vraiment montrer patte blanche tous les aspects. Et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Pourquoi tu n'es pas devenu CGP, en tout cas sur des produits un peu volatiles, crypto? J'ai l'impression que c'est un peu plus ton profil. Enfin, j'imagine aussi private equity, classe d'actifs différentes. Je te sens pas trop sur les assurances vie ou l'immobilier SCPI. Non, tu pas maîtrises du tout. Ça, ouais. Ok. C'est pas que je maîtrise. Alors, comme j'ai besoin d'action en fait, et d'action pas au sens de l'actif, mais j'ai besoin que ça palpite tous les jours et voir d'une minute sur l'autre ou d'un jour sur l'autre, et tout ce qui est pierre papier, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est trop lent pour moi en fait. Non, mais tu aurais pu te spécialiser sur justement ces classes d'actifs que tu affectionnes. Il y a peu de CGP en fait qui vont sur ce biais-là en fait. Mais toi, non, t'es de l'autre partie en fait. Tu avais plus envie de monter un fonds et de travailler avec des CGP en fait. Oui, moi il faut que je sois à nouveau, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais il faut que je sois aux manettes et au contact des marchés financiers, là où où ça bouillonne tout le temps. Mais du coup, tu es moins au contact de la clientèle. En direct, en fait, ça dépend comment on s'y prend. Oui, pour toi, la clientèle, c'est tes partenaires, en gros, ou tes fournisseurs, mais c'est pas les clients directs, les particuliers ou les entreprises. Donc pour toi, tu es quand même en contact avec des gens, quoi. Ça te suffit.
Oui, mais je parle beaucoup à des particuliers en tous les cas, hein, Ah oui. quand j'ai produit en 2011, on avait fait un produit avec mon partenaire Thomas, qui s'adressait à des particuliers. Donc, on était en contact direct avec des particuliers. Ça peut être des boursicoteurs parfois, et je pense que je les connais très très bien. Et ça, t'aimes bien. J'aime bien discuter avec les gens, les découvrir. J'aime les gens en général. C'est vrai que dans cette partie-là des marchés financiers, il y a des gens qui ont beaucoup d'attentes, beaucoup de déceptions, et parfois j'ai l'impression d'être un peu psychologue. Hmm. Et c'est le cas d'ailleurs, hein. Parce que quand quelqu'un vient vous dire j'arrive à ouvrir une position, mais j'arrive pas à la fermer, je sais pas pourquoi. Et puis quand on creuse et qu'on rentre dans un job un peu d'inspecteur psychologique, on se rend compte que la personne n'arrive pas à faire face à ses propres biais cognitifs ou n'en a pas conscience. Et on entre dans quelque chose qui ressemble à un remède pour lui ouvrir les voies vers d'autres choses, faire prendre conscience, un peu comme le psychologue, de faire prendre conscience que c'est là qu'il y a un problème dont elle n'arrive pas à se soustraire, et que c'est là-dessus qu'on va agir pour trouver les voies de la réussite. Alors, tu es psychologue, mais tu es aussi enseignant, hein, surtout. Tu es enseignant à Paris-Dauphine. Et qu'est-ce qui fait que cette expérience t'enrichit? Qu'est-ce que tu aimes justement quand tu enseignes? Alors, à nouveau, mon père disait qu'on ne devient pas intelligent tout seul, mais on devient intelligent en se frottant à d'autres personnes intelligentes. Et donc, il n'y a pas d'intelligence absolue, en fait. Et même quand on mesure l'intelligence, c'est par rapport à d'autres personnes. Voilà. Donc, plus on échange, et plus on se frotte à des personnes qui sont de nature à renvoyer une image, à poser d'autres questions, à pousser dans les retranchements, et plus on va y gagner. Alors, ce qui est intéressant dans les personnels soit que je forme ou que je côtoie, eh bien, c'est que pour les jeunes gens que je côtoie, en tout cas les gens qui sont à l'université, souvent, les jeunes sont brillants, ils ont plein de choses à apporter. C'est une espèce de Graal, en fait, que de les fréquenter. Ils sont magnifiques. Enfin, là, cette année, à Dauphine, j'ai été surpris comme Du rarement. C'est pas niveau, c'est niveau... alors, je sais pas si c'est parce que c'est Dauphine, c'est pas le sujet, mais ils m'ont produit des travaux, mais vraiment extrêmement brillants. Et je les ai mis en situation, non pas uniquement sur la partie fond, mais je leur ai demandé de présenter des exposés en mettant en scène carrément des histoires. Et c'était incroyable. Mais qu'est-ce qu'ils sont charmants. On a juste envie de leur donner plus encore. Et comme je leur ai dit la dernière fois, pour cette année, j'aurais dit chaque année, je me demande si je vais recommencer encore l'année prochaine à poursuivre pour les étudiants. Et ils m'ont donné envie de poursuivre pour l'année prochaine parce que c'est... Et pourquoi tu te demandes chaque année si tu vas continuer ou pas? Parce que ça prend un peu de temps. Ouais, j'imagine. Ça prend un peu de temps, et puis du temps, parfois on en manque pour faire d'autres choses. Ouais. Et ce qui est important aussi dans tout ce que l'on fait, et toi tu es bien, de ce que je comprends, bien à même de le comprendre, c'est quand on fait des choses, il faut les faire avec passion, avec envie, et quand on est plus à même d'apporter une certaine forme d'amour dans ce que l'on fait, de passion, dans ce cas-là, il faut penser à faire autre chose, parce que peut-être que quelqu'un le fera mieux que nous, tout simplement. Donc, tant que, pour l'instant, j'ai quelque chose à apporter, que je vois un petit peu d'étoiles dans les yeux des gens que je cherche à former, ou en tout cas qui m'écoutent, ça va également me donner de l'énergie pour prolonger. Je comprends. T'as 2 filles. Et alors, est-ce qu'elles sont dans la finance, tes filles? Est-ce qu'elles ont la même appétence que toi? Elles sont trop petites encore. Elles sont trop petites. Elles vont respectivement sur 9 ans et 12 ans. Ah oui, non, alors ça va pas. Mais est-ce que tu les éduques un peu? Est-ce que tu leur donnes des pièces d'euros, là, comme ta pièce de 50 francs, pour un peu les éveiller? Ou est-ce que tu es plutôt le papa qui dit non, l'argent, dernier moment, quoi? Ah non. Je pense qu'il faut éduquer les enfants, les jeunes, à la vraie vie, sans les y pousser de manière violente, le plus tôt possible, au contraire, pour qu'ils saisissent le fonctionnement des choses, mais même avec innocence, mais c'est pas grave. Et je ne manquerai pas de leur montrer certaines choses. Pour l'instant, elles sont encore un peu dans une phase un peu enfantillage, voilà. Donc je vais les laisser un peu dans leur innocence, parce que le monde est, j'en avais parlé la dernière fois, je crois, quand on avait discuté, c'est qu'on est dans un monde très violent, très très violent, très chaotique. Et moi, en tous les cas, en tant que père, j'ai envie de les amener à se confronter à ce monde-là, mais tranquillement, voilà. Donc pas trop de télé, pas trop de choses qui les plongent dans un monde qui est
voilà, qui est Comment tu as difficile. vécu, tu parles de chaotique, on parle aussi de volatilité sur les marchés, je fais le biais un peu gratuitement, mais Ouais. comment tu as vécu justement l'année qui vient de passer? Parce que, et je dirais même le début de cette année où on se dit les résultats d'entreprise sont excellents. On pensait qu'on allait avoir une récession, on l'a plus ou moins évité. Même si les taux continuent d'augmenter, c'est un petit peu plus calme. Et en fait, le CAC a encore gravi des sommets parfois. Comment tu vois, c'est quoi ta vision là-dessus? Parce que vu le contexte macroéconomique, c'est quand même incroyable, non? Oui, on est dans un monde de, de- qui combine plusieurs potentielles catastrophes systémiques, climatiques, la guerre, l'endettement, enfin, il y a plein de choses. On peut L'énergie, accumuler, les matières voilà, premières. on peut cumuler plein de problèmes et on devrait se dire que normalement, la bourse devrait être à zéro, façon de parler. C'est pas possible dans les faits, Non, mais mais toi, justement, qui ouais. étudie ce comportement, en Mm, fait, financier, qui est lié à l'émotion aussi. mm. Et donc, j'imagine, t'es arrivé toute la journée sur les cours de la bourse, toi, sur les mouvements, ou pas? Tu fais du day trading, ce genre de choses, ou pas? Je fais du swing, c'est-à-dire Ouais, que c'est pour les jeunes le day trading, hein. ouais. Ok. Donc je fais du swing, c'est-à-dire T'es un vieux, toi. ah, je suis vieux, moi. Non, non, tout ce qui est scalping, day trading, tout ça, il faut être Non, jeune. parce que je suis sûre que tu passes pas une journée sans regarder, sans écouter, quoi. Absolument. Voilà. Alors, j'écoute rien. Ah ouais. J'observe. J'ai mes méthodologies, mes approches. Je ne regarde pas du tout ni la télé, ni les médias. Et j'entre pas du tout là-dedans. Est-ce que c'est pas justement un peu étouffant de devoir te dire merde, j'ai loupé de l'info aujourd'hui, faut absolument que demain je bosse, quoi. Est-ce que tu es dans ce schéma-là un peu aliénant ou pas? Un peu au début, quand j'ai commencé, parce que c'est très addictif en Bah réalité. oui, bien sûr. Moi, je sais de quoi tu parles, hein. Voilà, c'est très très addictif. Il faut savoir parfois lever un peu le pied. Alors parfois je me réveille dans la nuit, je regarde quand même ce qui s'est passé en Chine ou à Tokyo, Ouais. quand même par réflexe. Mais c'est de très mauvais réflexes, hein. C'est très très mal. Attention, faut que les auditeurs ne prennent pas du tout ce chemin. Mais en fait, ce qui est curieux dans les marchés financiers, c'est que vraiment c'est dans l'ADN, c'est dans le sang, c'est cette vibration, cette émotion, parce que c'est une émotion, hein, elle Ah est en oui. permanence voilà. Ouais, les Elle est dans résultats, la peau. voir comment ça évolue, ouais. Et à titre privé, tu as fait des investissements, toi, ou pas? Ou tu passes justement par un CGP ou une banque, Ah bref. non, je passe par personne. Ouais. Tu fais tout seul. Oui, tout seul, absolument. Euh, Parce que j'ai les compétences déjà, et en aucun cas je vais passer par une banque ou que sais-je pour. Mais tu as les compétences aussi en termes de fiscalité, de légalité, juridique, comptable. Tu Non, as pas ce du. truc à 360 degrés qu'un Ah non, CGP pas du ou... tout, Ouais, pas du tout. donc c'est un peu C'est-à-dire, risqué quand même. non, mais en fait, je sais où placer, où positionner. Toute la partie fiscale etc. Et pour moi, est pas. À nouveau, c'est trop lent, comme je disais tout à l'heure, sans être absolument péjoratif du tout, hein. C'est-à-dire chacun ses métiers, chacun ses passions. Il y a pas de. Je discute pas Bah, la là-dessus. partie fiscale, c'est toi qui fais ta déclaration? Ah bah ouais, quand même. Bah, je sais pas, moi j'ai un comptable. Ah, Bah ouais, mais je suis tellement nulle. Toi, tu ah fais non, tout seul, toi. ah non, mais faire une déclaration de revenus, c'est pas Non, très mais je veux compliqué. dire, ça dépend aussi de ce que tu as, de ton patrimoine. Je veux dire, essentiellement, toi, tu boursicotes. Oui, si on peut Ouais. dire boursicoter. C'est mon métier, quoi. Mm. C'est mon métier et c'est la seule chose, entre guillemets, que je sais faire correctement. Par exemple, si on me dit ou si tu me dis, là, j'ai un problème d'électricité chez moi, Oui, tu sauras pas faire. non seulement je sais pas faire, mais ça ne m'intéresse Ouais, ça pas. C'est-à-dire qu'il y a des t'intéresse gens pas, qui ouais. vont se taper des vidéos YouTube et qui vont apprendre à bricoler. Moi, ça passe sous les radars. C'est pas la peine. Mais alors, où tu te formes du coup? C'est quoi tes supports? Est-ce que tu as des livres de prédilection? Tu dis, je regarde rien, j'écoute rien. Mais du coup, ok, tu formes des jeunes, mais toi, où tu continues à enrichir ta formation, ta connaissance? Ah, je pense qu'on est arrivé à un niveau un petit peu saturation parce que c'est quand même au niveau connaissance, il y a pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre de nouveau. Il y a toujours des choses à apprendre. Par exemple, toute la partie aujourd'hui
que tu évoquais sur ces nouveaux produits, le métaverse, les cryptos, tout ça. La tech aussi, on est assez La surprise ouais. avec ChatGPT, tout l'IA qui sort et tout. Mm. Je pense qu'on peut toujours apprendre, quoi. Absolument. Mais là, on va apprendre sur des produits, sur des pratiques, Des secteurs. Ouais. des secteurs, etc. Mais globalement, Oui, mais la gestion d'actifs. excuse-moi de te couper, David, c'est des secteurs d'accord, mais c'est important aussi parce qu'on le voit bien, tout influence la bourse. Même parfois des scandales. On l'a vu sur diverses marques, ne serait-ce que Téléperformance, que je prends souvent à partie malheureusement, mais excusez-moi d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on se dit que à la bourse, du jour au lendemain, en fait, tout peut changer en termes de cours. Donc en fait, le secteur est super méga important quand même. Bien entendu. Regarde, en tech, il y a eu énormément de déceptions en début d'année. On s'attendait à d'autres résultats. Donc, toi, c'est quoi les secteurs de prédilection où tu investis ? Alors, juste un truc par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le monde évolue. Aujourd'hui, on est dans la 4e révolution industrielle. Nous en sommes témoins, alors pour ceux qui en ont un peu conscience. Et bien sûr, il y a nouveau produit, il y a une telle ébullition autour de tout ça. Mais les principes, moi, ce dont je parlais, c'est les principes. Les principes, comme d'autres principes, sont immuables sur les marchés financiers. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir de nouveaux secteurs, de nouvelles appétences, etc. Toi, tu parles de j'achète à ce moment-là, je vends à ce moment-là, j'investis, je fais un go là-dessus, les chandelles, les bougies, tout ça. Enfin, voilà, ce que tu parles, c'est plutôt la lecture technique dont tu parles. Et ça, tu maîtrises, quoi. Alors là, tu parles d'éléments techniques, mais ça peut être d'un point de vue économique, tout ça. Les grands principes restent pratiquement immuables. Quant à moi, je me repose sur des principes qui relèvent de la psychologie, et il n'y a rien de plus stable que la psychologie humaine. Avec des empires qui se font, qui se défont, avec de l'avidité et de la peur. C'est une espèce de balancier comme ça entre l'avidité et la peur, depuis des millénaires. Il y a eu les pharaons, il y a eu l'Empire romain, les Grecs. Et finalement, c'est toujours cette appétence et ensuite cette destruction. Et les marchés, c'est toujours pareil, en fait. C'est-à-dire que là, à un moment donné, tout le monde était surexcité avec le Bitcoin. Bon, donc appétence, avidité, etc. Et puis, derrière, ça s'est un petit peu, un peu effondré. Ouais. Et donc, ces grands principes... pareil, métaverse. Voilà, tout ça. Donc, tu vois, donc les principes, et notamment qui reposent sur la psychologie humaine, c'est justement ma spécialité. On revient 3000 ans en arrière. C'était pareil. Quand on fait un peu d'histoire d'économie, de monnaie ou même de grandes classes d'actifs, c'est toujours pareil. Je vais te piquer un peu, mais j'ai envie de te la poser, cette question. Allez. T'as pas peur d'être trop sûr de toi ? Parce que, non mais par exemple... À quel sujet ? Sur justement une évolution d'un cercle vicieux ou vertueux d'un cours de bourse ou d'un produit, parce que tu viens de le dire toi-même, c'est toujours des cycles, ça s'explique. En gros, tu es en train de dire que tout est prévisible, en gros. J'ai pas dit ça. Ah. J'ai dit que... Alors, j'ai pas dit que tout est prévisible et que de ce fait, je suis un bon prévisionniste et que tout se passe bien. J'ai dit que la psychologie humaine, elle est identique depuis des millénaires. Et qu'à partir de ce moment-là, si on la comprend un petit peu, même s'il y a un nouveau produit, il risque de répondre à cette psychologie. Et on l'a vu, donc, comme tu le citais, sur le métaverse, on l'a vu sur les cryptos, c'est toujours pareil. Pour rappel, il y a eu la bulle du bulbe au XVIIe siècle, la tulipe mania, je ne sais pas si ça te parle, l'histoire des bulles. Vas-y, explique. Au XVIIe siècle, il y a eu, on a observé la première bulle d'un actif qui était le bulbe du tulipe. Ok. C'était au XVIIe siècle, et puis tout le monde se mettait à acheter du bulbe, alors qu'il n'a aucune utilité par lui-même, si ce n'est que d'obtenir des tulipes par-ci par-là. Ouais. Mais il y a eu, et tu peux, à l'issue de cette émission, aller regarder un peu l'histoire de cela. Et l'histoire des bulles financières, l'une des plus connues, c'est la tulipe mania, justement, c'est celle-là. Donc ça date du XVIIe siècle. Depuis, on en a vu plein d'autres bulles sur plein d'autres actifs. À certains moments, c'est le pétrole, d'autres moments, l'or, là, le métaverse. Ce que tu veux dire, c'est que la bourse est liée à des lubies à un moment donné. C'est ça que tu es en train de dire. C'est qu'il y a une forte demande sur un truc et que d'un coup, les choses vont s'emboler, en fait. C'est ça que tu dis. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de biais cognitifs qui sont bien connus, qui sont bien décrits par ce qu'on appelle la finance comportementale, qui explique ce décalage entre une certaine forme de réalité, c'est-à-dire quelle est la valeur intrinsèque de quelque chose, et pourquoi tout à coup ça... pourquoi ça prend une telle ampleur, en fait. Bah oui. Ouais.
Et le monde est animé de ça, et à chaque instant. Par exemple, J'ai un exemple précis. Un sac à Gianni que je veux m'acheter depuis des années, c'est 8 ans d'attente. un sac à Jenny Absolument. de la... La gamme Adjani, Lancel, 8 D'accord. ans d'attente. Ok. Le modèle, Adjani. Tu vois. Bon, bah, Alors maintenant, je suis à 5 ans. on est C'est d'accord fou, que quoi. c'est pas forcément rationnel. Absolument. Bon, et ben, ce que je suis en train de dire simplement, c'est que, par exemple, quand on enseigne la finance à l'université, on parle de l'homo economicus, c'est-à-dire un agent rationnel qui est capable d'utiliser une infinité d'informations et dont il va extraire par calcul son optimum de satisfaction. Bon, en fait, en finance comportementale, on dit que cet homo economicus n'existe pas. L'homme n'est pas rationnel, il est normal. Normal, c'est-à-dire sujet à biais cognitifs, à peur, à excès de confiance ou de défiance. Et la bourse fonctionne sur là-dessus, en fait. Comme tu l'évoques, il y a tellement de risques majeurs à travers le monde. Et finalement, la bourse, maintenant, a bien monté. C'est curieux, non? Ouais. Donc, en gros, tu te définirais quoi? Comme asset manager? C'est quoi ton statut, ton rôle? Oui, c'est ça. Asset manager. Asset manager. Est-ce que tu peux nous parler vite fait, parce qu'on arrive au terme de l'émission, de ce fonds que tu es en train de monter? Est-ce qu'on peut avoir 2-3 petites infos? Oui, donc avec Thomas, on travaille sur l'élaboration d'un fonds basé justement sur ce qu'on appelle la psychologie mathématique, c'est-à-dire mettre en mathématiques ces comportements dont on a parlé tout à l'heure, donc qu'on a évoqué, et à partir d'un algorithme qui capte justement cette amélioration ou cette détérioration des émotions vis-à-vis du marché, va composer un portefeuille. Donc c'est au-delà de toute forme d'analyse fondamentale ou autre, on ne regarde pas du tout ni les résultats des sociétés, ni les éléments d'ordre macroéconomique, qui sont d'ailleurs pas en lien avec l'évolution des marchés, donc pas pertinent pour nous, en tout cas pour l'expérience qu'on en a. Et à ce titre, voilà, ça compose des portefeuilles, ça arbitre en fonction des émotions du marché, la manière dont elles évoluent et du cycle dans lequel elles se situent. Tu peux me donner un exemple? C'est-à-dire? Que je comprenne mieux, en fait. Un exemple concret, par exemple. Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est bien documenté qu'il y a ce qu'on appelle le cycle des émotions du marché. Ouais. Donc, ça forme un cycle, une sorte de sinusoïde. Lorsqu'un marché progresse, il y a de l'espoir, ensuite il y a de la confiance, ensuite il y a des excès de confiance, et puis à un moment donné, lorsque le marché baisse, il y a une certaine forme de déni, jusqu'à une certaine forme de capitulation. Donc on a créé un modèle, en fait, qui va analyser ce cycle qui est au départ complètement théorique et que personne n'a posé d'un point de vue pratique. Normalement, si tu tapes cycle des émotions du marché sur Internet, tu vas tomber sur une sinusoïdale avec des émotions particulières à chaque instant. Mais comment on met ça, comment on orchestre ça dans la réalité? Donc nous, c'est ce qu'on a fait en réalité. Et on a un algorithme qui détermine la dynamique des émotions du marché et les cycles dans lesquels on se situe sur une infinité d'actifs, notamment les actions du SP500, donc les 500 titres du SP500. Et on va voir dans ce qui s'améliore, on va se positionner dedans. Et lorsque les émotions se détériorent, on sort de position. Pourquoi tu as été sur les indices américains? Alors c'est là, parce que c'est là où se cristallisent les émotions majeures à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on aille voir un Saoudien, un Russe, un Chinois ou un Japonais, Tesla, ça parle pour tout le monde. Ou Apple, voilà. En revanche, Michelin, un peu moins. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les émotions sont extrêmes sur les marchés américains. Et donc, les excès qui nous intéressent de percevoir, y figurent particulièrement. Dernière question, David. Qui pique ou qui pique pas? Non, qui pique pas. D'accord. Non, mais je suis toujours curieuse de savoir pourquoi on appelle sa société comme ça. Pourquoi Highways Capital? Highwave, pardon. Highwave. Il n'y a pas de S. Non, Highwave. Highwave. Alors, Highwave, en fait, c'était l'idée à l'époque de prendre de la hauteur sur une vibration qu'est le marché. On parle parfois d'ondes ou d'ondelettes sur les marchés financiers. Et donc, être au-dessus de tout ça, un peu au-dessus de la mêlée. Et puis, c'est un côté fun aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de boîtes qui s'appellent, qui utilisent des noms de guerriers, Athéna Capital ou genre de choses. Et j'aime bien à nouveau, puisque j'ai le choix maintenant de faire ce que je veux, enfin depuis certaines années, d'avoir un style décalé.
Et ce style décalé, j'ai envie qu'on le retrouve dans la marque également. C'est-à-dire iWave, ça pourrait être une marque de surf. Et ça, j'aime bien. On n'a pas parlé de ton côté militaire en une phrase. Oui, alors j'ai aussi... j'ai eu envie de comprendre les relations internationales via la macroéconomie, l'économie qui, en réalité, transpire tout ce qui est l'intérêt des nations et qui peut susciter leur confrontation. Et il y a un autre volet qui est le volet puissance militaire, stratégie. Et ce volet-là, j'ai eu envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc, je suis effectivement officier de réserve. Et ce qui me donne l'occasion de comprendre un peu mieux ce monde-là. Comme je l'ai dit, hein, j'ai voulu comprendre mieux l'économie. Je suis allé débuter un doctorat. Je crois que pour comprendre n'importe quoi, il faut vraiment accorder du temps, de la passion. Et à ce titre, moi, j'ai voulu comprendre un petit peu cette partie de la confrontation entre les nations. Et j'y accorde pas mal de temps, en réalité. Hein. Ouais. Et du coup, ça peut aussi te donner des billes sur la compréhension parfois des marchés et l'interaction, notamment là, des conflits, des crises, sur la volatilité. Donc, je dirais la boucle est bouclée, quoi. Alors là, pour le coup, comme tu l'as vu, il y a des bruits de bottes, plus que des bruits de bottes en fait. Hein. Et pour autant, les marchés caracolent plus haut. Et ce qui était intéressant d'observer d'ailleurs, c'est que le marché n'en tient absolument pas compte. En fait, on a l'impression que le marché est un peu dans le... Oui, c'est ironique presque. C'est en fait comme s'il était au-dessus de tout ça. C'est très drôle en fait. Mais bon, ça peut pas durer longtemps tout ça. Alors, les émotions peuvent perdurer pas mal de temps en réalité. Hein. Ouais. 25 secondes normalement, une émotion. 25 secondes ? Ouais. Selon quelle Une émotion, surtout quand tu travailles, tu vois, la gestion du stress et de l'angoisse, c'est 25 secondes. Ah, moi j'ai l'impression que sur les marchés, les cycles sont un peu plus longs et que les émotions... Tu peux avoir plusieurs cycles. Mais l'émotion, je t'invite à tester, j'invite tout le monde là qui m'écoute à tester. Je sais pas, moi j'essaye un peu de gérer parfois mes angoisses. Et ben c'est 25 secondes. Alors ça peut revenir, mais c'est vraiment une petite vague comme ça, de 25-30 secondes, ouais. D'accord, écoute, il faudrait que tu regardes comment ça se matérialise sur un tracé, une courbe sur les marchés, ça peut être intéressant. Oui, effectivement, ouais. Oui, ok, tu me donneras tu me feras la revue de littérature là-dessus. Moi, ça m'intéresse. J'aime beaucoup lire. En tout cas, ce que je pense également, c'est qu'il faut savoir donner. Ça, c'est très important. Donner à des jeunes quelque chose, une idée, une envie, un intérêt. Ce qui manque beaucoup actuellement, c'est l'esprit critique. Et ça, c'est très, très grave. C'est-à-dire qu'on est noyé dans un flot d'informations qui nous empêche de pousser le propos, de réfléchir. Il y a beaucoup de prêt-à-penser et tout ça, c'est extrêmement grave en réalité. Hein. D'ailleurs, je lis en ce moment un bouquin qui s'appelle qui est lié au cognitif justement, qui explique ça justement, ce trop-plein d'informations qui nous empêche de réfléchir et d'organiser une critique qui peut être une critique constructive. Et s'il y a quelque chose à donner, en tous les cas, aux jeunes, ou aux moins jeunes, peut-être, je ne sais pas, c'est cet intérêt pour la lecture, la recherche et cette capacité à s'autocritiquer, voire à critiquer ce qui nous entoure. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder son portable, jouer bêtement, ou regarder Instagram ou TikTok. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais sortir, en fait, comme on dit en anglais, think out of the box, et être en mesure de construire sa propre pensée et d'interagir avec le monde. C'était David Furcage, j'ai bien dit encore. C'est ça, parfait. Au micro de Passion Patrimoine. C'était vraiment super, David. On a vraiment découvert un parcours et un destin assez hors norme, je peux te le dire. Et alors, évidemment, tu n'es pas CGP, mais du coup, les CGP travaillent avec des profils comme toi. Et c'était assez intéressant d'avoir un asset manager. J'en avais eu un en tout début, Stéphane Vautron, qui maintenant a quitté JP Morgan et qui est parti vers d'autres aventures. Mais du coup, vous avez des profils assez différents. Et là, on comprend aussi toute la genèse et toute la passion aussi qu'ont les assets. Mais on comprend aussi vraiment la grande différence entre les deux métiers. Merci David d'avoir été avec moi. Merci Karine.
Tant qu'à vous, je vous remercie aussi d'écouter de plus en plus nombreux mon podcast et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Pâte. Ciao ciao.